bienvenue pour cette dernière édition de Greenwatching. Salut Louis, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien et je suis très heureux de présenter cette émission avec toi. À 2 jours du second tour des élections, on ne pouvait pas ne pas s'intéresser aux municipales et à la place de l'environnement dans cette campagne. On vous cache pas que c'était pas un sujet facile à traiter. Entre attentes des Français, place de l'écologie dans les élections municipales et bilan des maires écolos, notre équipe vous a concocté un programme chargé et on espère que ça vous plaira dans le chat. Salut Léna, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Moi, on va voir ensemble si l'écologie c'est de gauche ou bien de droite. Ok, très bien. Et toi Lénaïque ? Et ben moi, on va voir comment engager la jeunesse populaire dans l'écologie et la politique. Oh bon, ce sera un peu plus tard dans l'émission, mais on a déjà hâte d'entendre ça. De ton côté, Pauline, toi tu vas nous parler de la végétalisation des villes, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Est-ce que votre maire a un vrai programme ou fait du greenwashing ? Et toi Lilou, tu nous as préparé un petit billet d'humeur. Oui, ça, j'ai quelques mots à vous dire sur un sujet essentiel, les data centers. Super. Le maire d'hiver écologiste, bah ouais, ça existe. De Montsartou, Pierre Asqueri, réélu au premier tour dans un scrutin sans adversaire, nous rejoindra également en plateau tout à l'heure. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a donné les candidats écologistes au premier tour ? Eh bien, ils ont eu des résultats contrastés. Ils conservent des positions solides dans des villes comme Bordeaux ou Lyon, où ils sont pour le moment en tête, mais ils reculent dans plusieurs autres villes où la gauche est divisée, comme à Strasbourg par exemple. Leur progression apparaît globalement moins marquée qu'au scrutin de 2020. Et d'ailleurs, le saviez-vous, dans les 34 904 communes où les Français se sont rendus aux urnes, savez-vous combien de listes ont déjà été élues ? 15 000 Et c'est plus. 45 000, je pense. C'est moins. Waouh. La réponse c'est 32 000 listes, donc ça s'explique principalement du fait que dans beaucoup de communes, il n'y avait qu'une seule liste. Dans le chat, dites-nous, est-ce que vous êtes allé voter ce week-end et surtout, est-ce que vous êtes satisfait des résultats du premier tour ? Et toi, Ambre, t'es allé voter ? Et oui, moi je suis allée voter à Fréjus, chez moi. Et ça a donné quoi ? Eh bien, c'est le maire sortant, David Rachin, qui a été réélu candidat RN. Ok, sur le plateau, vous êtes allé voter ? Oui, directement au bureau. Évidemment, moi par procuration, mais je suis allée voter. Okay. Pareil, procuration. Mais alors, quels sont les vrais engagements des candidats aux municipales et quel bilan peut-on tirer des maires écologistes sortants ? Quelles actions concrètes peuvent être mises en place par vos maires ? Et quelle place ont les jeunes dans ces élections ? Tant de questions auxquelles nous tâcherons de répondre à travers des chroniques, des reportages et un duplex depuis Nice. D'ailleurs, rendons-nous-y dès maintenant. Salut Oscar, comment tu vas et où est-ce que tu te trouves ? Salut le plateau, salut tout le monde. Là actuellement, comme vous pouvez le voir, je suis juste à la gare. On vient d'arriver à Nice. On prépare un petit tour un peu sympa des municipales à Nice. Ça reste à suivre. En attendant, je suis un peu frustré de pas être en plateau avec vous pour cette dernière émission, mais vous inquiétez pas, je vous rejoins au plus vite. Bon, on a hâte déjà d'entendre tout ça. Mais d'abord, à quel point l'écologie compte-t-elle dans le vote des Français ? C'est ce que nos apprentis journalistes se sont demandé. Ils se sont rendus dans différentes villes azuréennes, Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Nice et Montsartou, et ont questionné les principaux intéressés, ceux qui se sont rendus aux urnes lors du premier tour. Selon une étude menée par Toluna et Harris Interactive, un Français sur 4 se dit attentif à l'écologie lors de son vote au municipal. Je pense que c'est vraiment essentiel de s'intéresser à ce sujet-là et d'y penser chaque jour. Mais oui, pour moi l'écologie est une chose très importante et je le prends en compte aussi au niveau des candidats qui se présentent, tout à fait. Pour l'avenir de nos enfants, c'est important quand même. Préoccupe, ça ne m'empêche pas de dormir, mais je pense que c'est important, voilà. Mais pourtant, lors des dernières municipales en 2020, c'était un Français sur 3 qui comptait l'écologie comme un facteur déterminant. Écologie, mais bien raisonnée et pas fumeuse. À l'occasion de ces municipales, c'est pas le sujet auquel on pense le plus. L'écologie est importante, mais elle ne joue pas un rôle important dans mon vote. Un petit peu, mais il faut pas non plus trop exagérer dans l'écologie quand même. Mais alors, dans les Alpes-Maritimes, quel sujet est le plus souvent cité comme priorité en dehors de l'écologie ? Il y a des choses qui passent avant, notamment la sécurité. La sécurité ? Je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est l'insécurité qu'il peut y avoir. Je parle au sens général du terme, je ne parle pas de la commune en particulier. Au niveau des priorités, l'environnement est classé 8e sur 17, devancé par l'accès aux soins et la sécurité. Bon, à les écouter, l'écologie n'a vraiment pas l'air d'être la priorité des Azuréens. Mais d'ailleurs, est-ce un truc de gauche ou plutôt de droite ? Léna s'est intéressée à cette question.
Oui, et j'ai hâte de lire vos réponses dans le chat. Vous sur le plateau déjà, est-ce que vous avez un petit avis là-dessus? Peut-être plus de gauche, je dirais. Ouais, c'est intéressant parce qu'à la base, l'écologie, c'est pas du tout quelque chose de politique. C'est une science qui est née en 1866 et qui s'attache à étudier les relations entre les êtres vivants et leur environnement. C'est devenu politique dans les années 60-70 avec l'apparition de mouvements écologistes qui contestaient la société de consommation, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Donc les premiers... un moment clé en France, c'est l'année 1974 avec le premier candidat à la présidentielle, René Dumont, qui a été l'un des premiers à mettre sur le devant de la scène politique nationale les questions écologiques. Depuis, aujourd'hui, tout le monde se dit écolo, mais on va voir que toutes les écologies ne se valent pas et surtout elles ne défendent pas toutes la même chose. Alors pour y voir plus clair, je vous ai préparé un petit jeu avec 3 personnalités politiques plus ou moins fictifs et vous dans le chat vous allez me dire s'ils sont écolos ou pas écolos. On commence avec Alexandre Roussereau. Donc Alexandre dit non aux amendements qui affaiblissent la protection des sols ou qui veulent supprimer l'objectif de zéro artificialisation nette. Il défend les terres agricoles et soutient aussi les taxes sur les super profits des pétroliers. Alors selon vous, est-ce que Alexandre il est écolo ou pas? Je pense plutôt. Ouais. Exactement, on peut dire que Alexandre est écolo. Et puis maintenant, je vous présente Gabriel Attal. Donc Gabriel soutient les énergies renouvelables, mais il défend surtout une vision selon laquelle on devrait développer le nucléaire plus que le renouvelable. Et son camp soutient la loi Duplon, je le rappelle, une loi qui lève les contraintes sur l'agriculture intensive contre l'avis de nombreux scientifiques et même de la Ligue nationale contre le cancer. Alors Gabi, est-ce qu'il est écolo ou pas? Pas trop. Ouais. Bon, il est un peu écolo quand même, on va pas lui retirer. Il pousse certaines mesures en faveur de l'écologie, mais il accepte aussi beaucoup de compromis qui vont à contresens de ce qu'on a besoin aujourd'hui en termes d'écologie. Et puis pour finir, derrière vous, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui freine le développement des énergies renouvelables, qui s'oppose à certaines réglementations européennes sur la transition énergétique et qui a même soutenu les amendements qui visaient à supprimer les zones à faibles émissions. Donc les zones à faibles émissions, c'est des endroits qui limitent les véhicules les plus polluants dans certaines villes. Et sur l'agriculture et la biodiversité, Marine Le Pen soutient surtout les intérêts économiques et productivistes. Donc est-ce que selon vous, Marine est écolo ou pas? Pas trop. Non, clairement pas là pour le coup. Mais Léna, ça peut pas être aussi simple que ça. Bon, ouais, j'avoue, je suis un petit peu caricaturale. Il existe beaucoup de façons d'être écolo et ça se superpose pas forcément parfaitement à gauche ou droite. Certaines visions privilégient la régulation, donc limiter les émissions, réduire l'élevage intensif, interdire certains pesticides. Et c'est souvent ça qu'on retrouve à gauche. D'autres misent davantage sur la technologie ou l'innovation. Et là, ça veut dire développer le nucléaire, investir sur la capture du carbone ou les voitures électriques, par exemple. Et l'idée, c'est de réduire l'impact environnemental sans trop changer le modèle économique. Ça, c'est la vision qu'on trouve plutôt au centre et à droite. Dans le jargon économique, on parle même de 2 visions très différentes, la soutenabilité forte ou la soutenabilité faible. La soutenabilité forte, elle considère que certains éléments sont indispensables, irremplaçables même, et qu'il faudrait tout faire pour les conserver, quitte à limiter l'activité économique. La soutenabilité faible, elle, considère qu'il faudrait se reposer plus sur la technologie et l'innovation pour compenser un peu les dégâts qu'on aurait causés auparavant. Mais en plus, l'écologie, c'est pas qu'une question de programme, mais aussi de personnes. Oui, bien sûr. Et dans la pratique politique, les lignes, elles sont souvent pas très très claires. Par exemple, à Nice, l'écologiste Jean-Marc Governatori, c'est un ancien candidat à la présidentielle qui s'est allié à Éric Ciotti. Éric Ciotti, qui on le rappelle, est un candidat d'extrême droite au municipal. Auparavant, il s'était même engagé contre le Rassemblement national et avait appelé à voter pour Christian Estrosi face à Marion Maréchal. Comme quoi, en politique, l'écologie elle-même, elle change de camp. Et pour répondre à la question est-ce que l'écologie c'est de gauche ou de droite, il n'y a pas vraiment de réponse claire, mais selon le réseau Axio Climat, en 2025, il y a 43 reculs environnementaux qui ont été initiés par la droite et la droite extrême avec le soutien du centre. Mais attention, ça ne veut pas dire que toute la droite est anti-écolo, ni que toute la gauche est irréprochable. Mais la vraie question, ça serait peut-être plutôt est-ce que l'écologie, ça devrait rester un combat partisan ou est-ce que tout le monde devrait s'en saisir? Merci Léna. Comme on vient de le voir, les candidats abordent l'écologie très différemment. Et si on en croit les sondages, l'écologie reste la 8e préoccupation des Français, ce qui montre que le sujet est encore loin d'être central au municipal. Et un délaissement qui pourrait influer sur les décisions des municipalités. Pourtant, celles-ci peuvent prendre différentes mesures en faveur de la transition écologique. Mais alors concrètement, qu'est-ce que peut faire votre maire pour l'environnement? Émilie nous donne 3 exemples.
voici 3 choses que peut faire ton maire pour l'environnement. Tout d'abord, il peut agir sur la circulation et sur la pollution de l'air. Concrètement, il peut instaurer des zones piétonnes, créer des pistes cyclables et limiter l'accès des voitures à certaines zones dans les villes. La création des zones à faible émission, c'est lui aussi. Deuxième point, il peut végétaliser la ville et protéger les espaces naturels. On le sait, dans notre région, les villes peuvent rapidement devenir invivables à cause de la chaleur. Mais en plantant des arbres, en créant de nouveaux parcs et jardins, on peut faire baisser la température et amener de la biodiversité en ville. Et ça, c'est la décision ou non de votre maire. Le troisième point, c'est la rénovation des bâtiments publics. Votre enfant suffoque en classe dans son école mal isolée pendant l'été. Vous travaillez dans un bâtiment public avec les pieds congelés en hiver. Là aussi, c'est du ressort de votre maire. C'est à lui d'entreprendre les travaux de rénovation thermique des bâtiments publics. Ok, on a ces 3 exemples concrets, mais en réalité, les maires disposent de nombreux leviers pour agir en faveur de la transition écologique dans leur commune. Reste à savoir s'ils comptent les actionner ou pas. Mais petite subtilité, même si votre maire n'est pas spécialement porté sur l'écologie, il a quand même des devoirs environnementaux. Par exemple, il est garant de la qualité de l'eau qui arrive dans votre robinet et à lui aussi de gérer correctement la collecte de vos déchets. Et voilà, maintenant vous savez ce que peut faire votre maire pour l'environnement et s'il le met en place ou pas. Pierre Asqueri, maire de Montsartou depuis 2015, vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour monsieur le maire et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez d'être réélu au premier tour d'une élection sans opposant, vous étiez le seul candidat. Votre principal opposant historique, Christophe Chalier, qui est clairement un homme de droite, qui était le suppléant de la députée Michèle Tabarot, a même rejoint votre liste. Mais alors comment ça se fait? Est-ce que l'écologie, ça convainc tout le monde au final? Alors, je ne sais pas si c'est l'écologie qui l'a convaincu de venir avec nous, mais ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, on a des points de convergence, et à l'échelle d'une commune, on peut trouver des coalitions. Dès l'instant où les intérêts partisans, politiques et personnels sont mis de côté, on peut trouver des terrains d'entente. C'est comme ça qu'on a construit notre liste. Voilà. Et en 10 ans de mandat, vous avez fait de l'écologie l'une de vos priorités, dans la continuité de votre père, André Asqueri. De quelle initiative vous êtes le plus fier? De la continuité du travail qui avait déjà été initié. Parce que comme vous l'avez dit précédemment, l'écologie, c'est pas vraiment quelque chose qui est dans la tendance actuellement, malheureusement. Et donc nous, on a une ligne de conduite qu'on n'a pas lâchée. Un cap a été fixé et on essaie d'être toujours exigeant là-dessus, vertueux, et d'aller plus loin. Donc on garde le cap, malgré un environnement un peu hostile. Et vos initiatives ne concernent pas seulement l'écologie, mais aussi le social à travers une participation collective. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, ça veut dire quoi vraiment la participation citoyenne dans votre ville? C'est assez simple, c'est de questionner la population sur les projets qui la concernent. Ça peut se faire par le biais de réunions publiques, d'ateliers de travail. C'est un principe d'associer la population à la réflexion et à la prise de décision aussi. C'est quelque chose qui est assez facile à faire à l'échelle d'une commune comme la nôtre, où la proximité est de mise, puisque on connaît pratiquement toute la population. Il y a une facilité à rentrer en contact avec la population, et réciproquement la population identifie facilement les élus. Et donc je dirais que même la démocratie participative, elle est implicite à l'échelle de notre commune. Et justement, si tout ça marche aussi bien, comment est-ce que vous expliqueriez que Montsartou ne soit pas plus un modèle et que ça n'inspire pas davantage d'autres élus de la Côte d'Azur, par exemple? Alors, je ne sais pas pour ce qui est de la Côte d'Azur, mais en tout cas, on a reçu 700 ou 800 collectivités qui sont venues à Montsartou pour s'inspirer peu ou prou de ce qu'on fait sur le territoire. Il y a des communes aussi du littoral qui sont venues, hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on a souvent une notoriété un peu plus grande à l'échelle nationale, voire internationale. Mais je ne désespère pas. Il y a un renouvellement, donc peut-être que les choses vont changer. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sont faites dans les communes avoisinantes. Il y a des gens qui ont engagé des politiques ambitieuses, environnementales ambitieuses en tout cas. Ok. Et on me dit qu'Oscar s'est déplacé. Il se trouve actuellement devant le siège d'Éric Ciotti, candidat de l'Union des droites et soutenu par le Rassemblement national, arrivé en tête au premier tour des municipales à Nice. Comment ça se passe pour l'instant? On n'a pas encore le duplex, donc on l'aura sûrement tout à l'heure. On les retrouve tout à l'heure. On le voit depuis le début de l'émission, des revendications pour les municipales, il y en a. Pourtant, certaines tranches de la population semblent parfois mises de côté.
Lénaïque va justement nous parler des jeunes des milieux populaires et de leur implication dans la politique écologique en France. Alors oui, donc comment engager la jeunesse populaire pour les municipales Donc après quelques recherches sur le sujet, j'ai vite capté un problème. Ce sont des jeunes qui ne sont pas du tout représentés en termes de politique environnementale, donc je vais en parler tout de suite. Donc pour commencer, la jeunesse populaire, concrètement, qu'est-ce que c'est ? La jeunesse populaire, elle est souvent définie comme l'ensemble des jeunes issus de milieux sociaux modestes, donc ouvriers, employés, familles à faible revenu. À cette définition s'associent également des conditions de vie plus précaires et un accès inégal aux ressources culturelles et économiques. Alors j'ai interviewé Irène Colonna d'Istria, directrice du programme Transition Juste de l'association Make Sense, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes sur la voie de la transition écologique en leur redonnant le pouvoir d'agir et de s'exprimer sur le sujet. Alors l'idée part d'un constat simple, alors qu'ils sont en première ligne de la crise écologique, les jeunes des milieux populaires sont sous-représentés dans la politique en faveur de l'écologie. Mais attends Lénaïque, pourquoi ces jeunes sont-ils si peu représentés dans la politique et dans l'écologie ? Alors déjà, les jeunes n'ont pas forcément les moyens ou l'espace nécessaire pour agir sur ces sujets-là, parce qu'ils ont des priorités à plus court terme, donc remplir le frigo, trouver un travail, etc. Mais la contrainte, elle est aussi représentative, particulièrement dans les médias. Des figures écologiques telles que Greta Thunberg, Camille Etienne ou Cyril Dion sont certes hyper importantes, mais il est parfois difficile de s'y identifier. Alors un autre levier qui joue un rôle là-dedans, c'est le langage qu'on utilise. C'est effectivement hyper difficile de se sentir concerné quand on parle d'ours blancs, de bilan carbone ou de fonte des glaces. C'est essentiel, mais loin d'intégrer les priorités du quotidien. Et puis, les sujets environnementaux, ils sont parfois abordés avec des termes trop techniques et on a tendance à un petit peu complexifier le discours. Et finalement, la manière dont on propose de s'engager, elle n'est pas non plus toujours très adaptée. Parce que demander à des jeunes de faire évoluer leur comportement individuel à travers des éco-gestes, alors qu'ils polluent déjà pas beaucoup, c'est pas hyper engageant. Donc évidemment, j'ai demandé à Irène comment les collectivités locales pourraient aider ces jeunes dans ce processus d'intégration. Et on en revient encore et toujours au municipal. Donc pour l'association Make Sense, l'idée serait d'abord de passer par une co-construction des politiques publiques avec les jeunes en partant de leurs besoins. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire co-construction des politiques publiques avec les jeunes ? En bref, l'idée c'est de donner la parole aux jeunes. Une enquête qui s'appelle Vue de ma fenêtre a été menée par l'association avec plus de 450 jeunes de milieux populaires urbains et ruraux qui ont été interrogés sur des sujets qui les concernent pour mettre en relief leurs problématiques et leurs demandes concrètes. Mais alors, qu'est-ce qui est ressorti de tout ça ? Eh bien, je vais vous répondre. C'est d'une part la gratuité des transports en commun, d'autre part la rénovation des passoires thermiques et finalement la mise en place de magasins d'alimentation saines, durables et abordables à proximité de chez eux. Des revendications qui prennent tout leur sens quand on sait que parmi les jeunes interrogés, la moitié sous-chauffe son logement l'hiver de peur de factures trop élevées ou même qu'un jeune sur 4 est déjà tombé malade à cause de problèmes dans son logement. Donc, humidité, chaleur, froid, etc. En clair, l'une des solutions, c'est d'écouter ces jeunes et de les associer à la décision politique en les mettant sur ces listes avec de vrais postes à responsabilité. Parce que des revendications, effectivement, ils en ont. D'ailleurs, le collectif Démocratiser la politique a créé un outil pour évaluer la représentativité sociale des listes de candidats aux élections municipales 2026. C'est une sorte de Nutri-Score, donc bien sûr, il n'évalue pas la valeur nutritionnelle des candidats, mais bien sûr la représentation des classes populaires, moyennes et supérieures chez les élus, avec un Paris-Score qui est donc observable sur une carte interactive. Merci Lénaïque pour ce petit point sur la jeunesse populaire. Un Paris-Score pour évaluer la représentativité sociale des listes, c'est pas bête. D'ailleurs, pourquoi on ferait pas un écolo-score aussi ? Parce que c'est pas toujours facile de déduire le vrai du faux dans les programmes en termes d'écologie. Et Monsieur Askeri, la conscience écologique n'est pas forcément quelque chose qui est inné chez les jeunes, comme Lénaïque vient de nous expliquer. Comment feriez-vous pour les sensibiliser à cette cause, vous justement ? Nous, on a un outil qui est assez performant, c'est l'alimentation dans les cantines scolaires. Il y a une appropriation du projet politique à ce niveau-là. Donc les jeunes sont déjà sensibilisés à l'alimentation de qualité, au gaspillage. Et c'est un préalable, hein. C'est déjà une façon d'agir. Au-delà de ça, c'est une prise de conscience, mais qui est complexe, certes, vous l'avez dit, il y a beaucoup de termes un peu compliqués, il n'y a pas forcément de figure emblématique qui peut attirer du monde à l'écologie. Il y a un vrai travail, les écolos ont peut-être oublié ce terrain, ils se sont plutôt intéressés à la politique peut-être, et malheureusement n'ont pas
fait preuve de beaucoup de pédagogie. Il y a un chantier, quoi. J'ai pas la solution, malheureusement. Chacun doit faire sa part. Nous, on fait la nôtre. Mais moi, j'ai quand même un petit espoir, une jeune génération de se servir de ce qu'il fallait pas faire, de ce qu'on a fait nous, justement, pour faire autre chose. Donc, compte sur vous. Et justement, Pessola, vous nous parlez plus des plus jeunes, donc directement dans les écoles, etc. Mais pour les jeunes, on va dire jeunes adultes, est-ce que vous avez des manières de les attirer aussi vers la politique et vers l'écologie, donc, et le vote? Ça fait beaucoup de choses. C'est un vaste sujet. Je le répète, nous, on a des moyens d'action sur des domaines bien spécifiques. Alors, les jeunes adultes qui ont des enfants, on arrive à les sensibiliser. Les jeunes adultes sans enfants, c'est par les mobilités, par exemple. Essayer de leur faciliter une mobilité alternative, une mobilité douce. Ça peut être aussi par une démarche plus orientée sur la proximité au niveau des commerces, l'économie circulaire, essayer de leur faire comprendre aussi qu'en achetant des choses qui se recyclent, c'est peut-être plus intéressant. Enfin, faut aussi, le pouvoir d'achat, c'est important. C'est-à-dire que montrer que quand on a une démarche environnementale, personnelle, vertueuse, ça peut être aussi intéressant pour le portefeuille. Mais c'est pas dans nos prérogatives de s'occuper de tout ça, quoi. Chacun son job. Hein. Donc je répète, nous on fait notre part, mais il y a une absence de discours écologiste percutant, pertinent et repris dans les médias. Ça, je le constate malheureusement. Voilà. Et vous voyez ces enveloppes que vous recevez dans vos boîtes aux lettres une semaine avant le vote, et bien dedans vous retrouvez des programmes avec des promesses tout aussi belles les unes que les autres, mais comment démêler le vrai du faux? Car il n'en est pas moins crucial pour celles et ceux qui votent au second tour d'apprendre à décrypter les promesses écologiques des candidats. Nina nous en parle. Sur les tracts, les arbres fleurissent, on promet des pistes cyclables, on veut sublimer les parcs. Mais derrière ces bonnes intentions se cache parfois un invité surprise, le greenwashing. Alors, comment distinguer l'écologie de façade de la véritable ambition écologique? Comment ne pas se faire piéger par ce verdissage? C'est ce qu'on va tenter de décrypter aujourd'hui. Face à un programme, il faut toujours garder en tête cette distinction simple proposée par Réseau Action Climat. D'un côté, il y a le verdissage, des mesures cosmétiques, des engagements vagues, l'utilisation de termes flous, des actions partielles pour se donner une bonne conscience verte, mais sans impact concret. De l'autre, il y a la transition écologique, une volonté politique claire, des actions concrètes, chiffrées et un plan cohérent pour transformer la commune. Pour vous aider, le Réseau Action Climat a même inventé un outil, le crash test des programmes municipaux. Premier piège, les termes vagues. À Paris, la candidate d'extrême droite Sarah Knafo, qui a recueilli 9,9% des voix au premier tour, veut sublimer les parcs et jardins. Sublimer, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Combien d'arbres plantés? En pleine terre ou en bac? Plus c'est flou, plus il faut se méfier. Deuxième écueil, l'incohérence. Un candidat peut aligner de belles mesures, mais si par ailleurs il soutient la construction d'un centre commercial, son écologie ne tient pas. À Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudin arrive en tête avec 37% des voix, devant la gauche et les écologistes. Il évoque dans son programme des sujets liés à l'écologie, mais il propose aussi des dérogations à l'objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici à 2050, proposé par la loi Climat et Résilience de 2021. Autre classique du greenwashing, la manipulation des chiffres. Là encore, Toulouse est un bon exemple. La mairie a lancé un observatoire du climat pour informer sur la transition. Problème, pour illustrer la baisse de consommation d'énergie, l'observatoire utilisait un graphique par habitant, alors que l'objectif du plan climat est fixé en valeur absolue. Résultat, on minimise la vraie consommation. C'est un peu comme si on vous disait que vous mangiez moins de gâteaux parce qu'on a invité plus de monde à table. La part est plus petite, mais le gâteau, lui, n'a pas diminué. Méfiance aussi face aux grandes opérations de communication. À Nice, là où l'écologiste Juliette Chenel-Leroux arrive 3e avec 11,93% des voix et maintient sa liste pour dimanche, Christian Estrosi, 2e, promet de végétaliser les rues sans plus de précision et un grand parc de 30 hectares dans la plaine du Var. Mais aussi 3000 nouvelles places de stationnement dans de nouveaux parkings. Et pendant ce temps, la ville continue d'émettre toujours plus de gaz à effet de serre, de polluer l'air et soutient des projets comme l'agrandissement de l'aéroport ou le Grand Prix de F1.
Enfin, dernier point et non des moindres, regardez ce que les candidats proposent de détricoter. Car le risque aujourd'hui, c'est le retour en arrière, le backlash. Selon le baromètre de l'ADEME, 63% des Français se disent gênés à l'idée de voter pour un candidat qui remettrait en cause les mesures écologiques déjà existantes. Pourtant, certains n'hésitent pas. À Lyon, le Rassemblement national, 4e, promet de supprimer la zone à trafic limité instaurée par les écologistes. À Paris, Rachida Dati, arrivée 2e et déjà réélue maire d'arrondissement, veut transformer les voies sur berge en un grand parc urbain patrimonial. Alors avant de glisser votre bulletin dans l'urne dimanche prochain, gardez cette petite checklist en tête. Merci Nina pour cette grille de lecture, et une enquête réalisée par l'IFOP pour l'Institut Terram début février indiquait que 30% des personnes interrogées ayant voté pour un maire écologiste en 2020 regrettaient leur choix, et à côté que seuls 24% souhaitaient voir leur maire écologiste réélu, alors que je vois qu'on a Oscar derrière nous. Oscar, t'es où ? Salut, bonjour tout le monde. On a eu quelques déboires un peu techniques, mais on arrive avec du retard, mais quand même sûrement. Donc comme vous pouvez le voir ici à cette magnifique affiche, je suis devant le QG municipal parlementaire de monsieur Éric Ciotti, donc qui est selon les sondages à la tête pour prendre la mairie de Nice ce dimanche. Et on aurait bien aimé être à l'intérieur, discuter avec quelques colistiers, mais malheureusement ça n'a pas pu être possible. Donc ce sera devant des QG de campagne tout au long de nos duplex. Et donc cela nous a forcé à réfléchir selon les programmes et les listes de vœux des professions de foi. Et tout ce qu'on peut retenir, c'est que celui de Éric Ciotti est le moins fourni en tout cas. Par contre, on remarque quelque chose de assez clair. Son objectif, c'est débétoniser. Donc dans son programme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire retirer le béton pour laisser place à la pleine terre. Donc j'ai pas eu plus d'informations là-dessus. Et en tout cas, dans ce qui reste des volontés écologiques de son programme, on a le déploiement d'un réseau de stations hydrogène dans la ville, l'installation de bacs de compost collectifs à proximité de tous les immeubles, un plan de rénovation contre les passoires énergétiques, la création d'îlots de fraîcheur et de plantation d'arbres fruitiers. Et en tout cas aussi, il y a une petite idée qui moi m'a fait un peu sourire. Pour tous nos amateurs de miel, on aura du miel niçois municipal, puisque monsieur Éric Ciotti souhaite placer des ruches municipales dans la ville. Donc en tout cas, à tout à l'heure, nous on se retrouve au prochain QG. Super, merci Oscar, on te laisse vadrouiller pour rejoindre le prochain QG. Pierre Asquiri, on revient vers vous concernant la chronique de Nina. Comment expliquez-vous ce désintérêt pour les candidats écologistes par les Français en ce moment ? Mais je pense que le débat national n'est pas trop focalisé sur l'écologie, malheureusement. Il est pratiquement obnubilé. Enfin, le débat est centré sur la question de la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation de l'énergie, ce qui est des choses qu'on peut entendre. Mais du coup, l'écologie, ça passe un petit peu au second plan, quoi. C'est malheureusement un sujet dont on s'occupe quand le reste va bien, on va dire. Mais j'espère pas que les choses évoluent. Mais c'est vrai que le débat des élections, en tout cas sur le plan national, l'écologie était complètement absente des échanges. Alors que dans le chat tout à l'heure, il y a eu une question de Chocapix. Sommes-nous trop vieux dans le sud pour être écolo ? Peut-être ça, ouais. Non, je ne sais pas si c'est générationnel. Moi j'ai quand même, je le répète, j'ai quand même l'espoir que vous soyez un peu plus sensible à la cause environnementale. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, on est foutu, c'est clair. Donc oui, je sais pas, peut-être que les gens d'un certain âge sont un peu moins soucieux de l'avenir, ce qui peut s'expliquer. Mais bon, ils ont quand même des enfants, des petits-enfants, j'ose espérer qu'ils ont un petit peu d'attachement pour eux. Mais c'est un vrai sujet, quoi. Je répète, j'ai pas la solution. Je sais pas que dire d'autre. C'est parfait, merci. Revenons aux promesses de campagne. Au municipal, de nombreux programmes parlent d'un sujet, la végétalisation. Alors oui, à première vue, on pourrait se dire qu'il s'agit juste de planter des arbres en ville, mais en réalité, non, pas seulement. Pauline s'est d'ailleurs rendue à Montélimar pour faire un point sur la réalité de cette politique environnementale, green ou washing. Et oui, Ambre, j'étais à Montélimar, donc ville connue pour son nougat, vous devez le savoir, mais je ne savais pas que pour sa politique de végétalisation aussi. Alors, je traverse un parc que j'apprécie pour sa verdure, et à vrai dire, l'herbe avait plutôt laissé place au tractopelle et au parc pour enfants. Alors, à côté, un panneau en gras écrit « Revégétalisation ». Certes, là j'ai des problèmes de vue, mais j'ai pas bien compris.
Alors j'ai cherché la définition. Selon le ministère de la Culture, il s'agit de la reconstitution d'une couverture végétale sur un terrain partiellement ou totalement dénudé. Ce que j'ai vu ressemblait plus là à Verdun en pleine guerre. Donc sur le panneau, il était inscrit en bas « Plus d'arbres plantés pour un cadre végétalisé ». Certes, 3 arbustes ont été plantés dans le parc, mais plusieurs arbres ont été coupés au profit des toboggans. Ça m'a semblé un peu contradictoire. Alors je me suis demandé comment savoir si mon maire végétalise vraiment ou fait du greenwashing. Dans le chat, dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de la végétalisation dans votre ville. Donc, revenons à nos moutons, c'est devenu une évidence. De plus en plus de villes affichent des records de chaleur, 41 degrés à Bordeaux, 46 dans l'Hérault. L'impératif de végétalisation ne fait quasiment plus débat en fait parmi les élus locaux, tant le réchauffement climatique interroge. La végétalisation en ville, elle est bénéfique en tout point. En journée, les arbres y créent des îlots de fraîcheur, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent réduire, grâce à leur évapotranspiration, la chaleur localement de 5 à 3 degrés par exemple. Donc un arbre adulte absorbe aussi jusqu'à 20 kg de particules fines dans l'air et rejette de l'oxygène. Donc des atouts qui sont non négligeables pour la santé et pour le réchauffement climatique. Et dans les grandes villes françaises, le sujet il est aussi abordé par les mairies. À Lyon par exemple, fin 2021, 2600 jardins, 8000 haies et végétaux sont plantés dans la métropole. Pour mener à bien ce projet, 50 millions d'euros sont déployés par la mairie dans le cadre de ce plan nature. Généreux c'est vrai, mais aussi stratégique. Parce que bien que certaines de ces initiatives aient été lancées avant campagne, les élus locaux ils s'en servent vous devez vous en douter, dans la dernière ligne droite des municipales. La liste, par exemple Vivre pour vivre Lyon, du maire sortant Grégory Doucet, annonçait le 10 mars des propositions pour transformer totalement l'espace urbain, avec une promesse forte, végétaliser autant que possible les rues d'ici à 2040. Et donc petit retour vers la capitale, à Paris, et ses 20 000 habitants au kilomètre carré, la mairie sortante, elle a fixé un objectif bien particulier, celle de planter, de réaliser plutôt 300 hectares supplémentaires d'ici à 2040 pour atteindre un niveau de 10 mètres carrés de verdure par habitant, contrairement aux 8,6 actuels. Mais il faudra attendre quelques années pour constater la durabilité de ces initiatives. Sauf que le temps ne l'a pas, non ? Et oui, alors que chaque mairie présente ses priorités environnementales à Dame Nature, toujours plus ambitieuses, certains activistes comme Hugo Clément dénoncent un fossé entre les paroles et les actes. Par exemple, chaque année à Paris, la mairie de Paris abat près de 3000 arbres, attisant la colère des associations écologistes. Et petit autre exemple, il y a 3 ans, voilà, comme on voit juste ici, dans la commune de Meaux en Seine-et-Marne, le maire Jean-François Copé décide de couper 12 marronniers dans le square de la ville. Vous devez vous demander pourquoi. Eh bien, l'objectif, c'est de donner une forme de guitare au square de la ville en hommage à Georges Brassens. C'est un peu absurde, c'est vrai. Voilà, on se passera de commentaires. Lui qui disait « Il est grand temps de reconnaître à la nature le magistère absolu d'être la garante de notre survie », serait bien surpris. Et c'est vrai, les arbres sont nos meilleurs alliés face au changement climatique, et bien souvent, on leur coupe l'herbe sous le pied. Face à cette contradiction, donc, les élus y placent souvent leur argument magique en disant « Oui, bon, ces arbres, on les coupe, mais on en replante ailleurs ». Alors, est-ce seulement une stratégie de communication ? Francis Allais, célèbre botaniste, il disait que en fait, la coupe d'un arbre mature, elle n'est jamais compensée par des petits arbustes qui viennent d'être plantés, parce que justement, ils sont plus résistants à la sécheresse du fait de leurs racines déjà implantées. Donc pour compenser en fait une seule coupe, il faudrait des dizaines, voire des centaines d'années et pour attendre justement d'avoir des bienfaits concrets. Donc planter c'est bien, ne pas couper c'est mieux et c'est urgent. Végétaliser c'est compliqué et ça dépend du contexte local. Et justement, rendons-nous à Valbonne, l'une des 24 communes de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Un vieux projet de centre commercial implanté au cœur de la forêt de Valmasque était au cœur des discussions lors de ces élections. Après un recours en justice porté par des associations, le tribunal administratif d'appel de Marseille a tranché le 24 février dernier. Le permis de construire du promoteur est invalide. Au milieu d'un terrain vague, Marcel résiste. Cet arbre centenaire a été baptisé ainsi par les Valbonnais. Il est le symbole du combat face au projet de centre commercial Village de Sophia. On voit tout un triangle, un grand triangle qui fait à peu près 8 hectares. On ne peut pas artificialiser les sols pour construire des centres commerciaux. Et donc ici on voit bien que le terrain n'a aucune fondation, il y a juste de la terre.
et qu'il peut être naturellement renaturalisé. Et c'est la définition même par laquelle normalement on ne peut pas construire des centres commerciaux sur ce genre de terrain. Depuis 10 ans, le projet est dans les tuyaux. Imaginé avec un design futuriste, 30 mètres de hauteur, un hôtel et des cascades, la compagnie de Phalsbourg, promoteur du chantier, voit grand. Un complexe de trop pour les opposants. Lorsque nous, on a eu connaissance de ce dossier en préfecture en 2024, on a eu une version village de Sofia, une version en fait qui nous est apparue mais vide de sens, vide d'arguments. Les associations dénoncent une artificialisation des sols, une concurrence déloyale et l'augmentation de la circulation routière. Le mois dernier, la Cour administrative de Marseille leur donne raison en annulant le permis de construire. De son côté, Joseph Césaro, le maire de Valbonne, se félicite lui aussi. Depuis le début de son mandat en 2020, il souhaite l'arrêt du projet. Sans parvenir à une annulation complète, il négocie la surface de construction à la baisse, contraignant le promoteur à demander un nouveau permis de construire. Le projet, il était normalement sur des rails sur lesquels on ne pouvait rien faire. C'est l'action que j'ai menée qui a conduit au fait qu'il y a eu une faille sur laquelle on a pu s'engouffrer pour l'arrêter. L'affaire est délicate. Si le projet est jugé illégal, que faire des terrains et des millions déjà avancés par la commune pour la voirie ? L'avenir de la zone pourrait avoir des conséquences économiques directes pour les Valbonnais. À la suite du verdict, ils ont pu exprimer leurs inquiétudes lors d'une réunion publique organisée par les associations. Hasard du calendrier, cette réunion s'est tenue à une semaine des élections. Un seul des 3 candidats invités était présent. N'importe quel projet qui devrait être monté demain sur ce territoire devrait être fait avec les habitants, avec les populations concernées, et je l'ai dit, de la commune de Valbonne, mais plus généralement de la CASA, et en travaillant en amont avec ces associations pour trouver justement un projet qui fasse, non pas consensus, ça j'y crois pas, mais au moins qui trouve un compromis qui soit acceptable par la plus grande majorité des parties concernées. Monsieur Césaro, lui, n'y était pas, mais reste fier de son bilan. Je n'ai jamais mis ma commune en difficulté par rapport à des indemnités divers ouvriers qui auraient pu arriver, et c'était ma ligne de conduite. C'est-à-dire que j'ai toujours discuté avec le promoteur pour ne pas être en rupture. Élus dès le premier tour, une majorité des Valbonnais ont choisi de renouveler leur confiance en Joseph Césaro. En attendant, Marcel devra encore patienter 2 ans avant la décision définitive du Conseil d'État qui doit confirmer ou non l'annulation du permis de construire. Merci pour ce reportage, on espère que Marcel retrouvera bientôt des congénères. Pierre Askiri, comment concilier le développement économique et la protection de l'environnement à l'échelle d'une commune ? C'est tout à fait conciliable. D'ailleurs, il faut du développement économique à proximité de l'endroit où vivent les habitants. Par définition, il faut essayer de rapprocher, dans la mesure du possible, les lieux d'habitation et les activités, quelles qu'elles soient. Donc le développement économique, il faut qu'il soit à proximité des centres-villes, ou pas très loin, en tout cas pour que les gens puissent s'y rendre, idéalement à pied ou à vélo, et utilisent le moins possible la voiture. Ou les transports en commun aussi, c'est possible, mais le développement économique n'est pas antinomique avec l'écologie, bien évidemment, à condition qu'il soit un petit peu vertueux, c'est clair, mais on peut faire de l'économie verte, en quelque sorte, c'est tout à fait faisable. D'accord, merci. Perle et Carla viennent de nous rejoindre dans de belles tenues, elles nous ont préparé une petite cérémonie pour tout à l'heure. Oui, en attendant, Lilou, je crois que vous avez eu plusieurs difficultés dans votre reportage. De base, c'était sur les data centers, mais je crois que la pertinence de ce choix n'était pas vraiment partagée par tous. Et non. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est comme dans une élection. Quand un sujet est trop compliqué, c'est plus facile de s'abstenir que de se prononcer. Donc avec mes collègues, au début, pour ces municipales, on voulait faire un reportage sur les data centers. Mais entre les maires qui ne s'expriment pas avant les élections, l'absence du sujet dans les programmes et dans les débats, on n'est pas arrivé. Mais tant pis pour vous, je vous en parle quand même, parce que pour moi c'est essentiel. Alors, j'enfile mes lunettes et je vous explique. Les data centers, ce sont des gros hangars qui peuvent atteindre la surface d'une dizaine de terrains de foot. Ils stockent les mails de vos maires, les vidéos de chats, l'émission Greenwatching, bref, tout Internet. Et surtout, la fameuse IA. En gros, ce sont ces grosses structures qui permettent de vous générer une réponse à des questions douteuses comme comment faire une pâte à crêpes sans œufs, sans sucre et sans lait. Évidemment, je n'en parlerai pas s'il n'y avait pas de problème.
consommation excessive en eau propre, artificialisation massive des sols, demande énergétique légèrement abusive, bref, la totale. Pour l'installation des data centers, ce sont les maires qui décident et pourtant, ils n'en parlent pas. Vous vous dites peut-être qu'ils ne sont pas chez vous, mais au contraire. Leur nombre explose. En France, on en a déjà 350 et une cinquantaine en développement. Par exemple, à Châteauroux, Google va installer son premier data center français alors que les habitants connaissent des restrictions d'eau pendant les fortes chaleurs. C'est comme si en randonnée, vous finissiez votre gourde alors que vous êtes encore au pied de la montagne. Alors certains me diront, oui, mais en attendant, nos données, elles sont stockées aux États-Unis, on pourrait les amener en France, blablabla. Ben moi, je vous réponds deux choses. Que ce n'est pas parce qu'ils sont aux États-Unis qu'il n'y a pas de problème environnemental. Certaines villes américaines souffrent déjà de manque d'eau et grande sécheresse. Il y a bien, à cause des data centers. Et deuxièmement, il y a bien un problème de souveraineté. Mais ceux installés en France ne brandissent pas vraiment de drapeau français. Google à Châteauroux, Evroc, un groupe suédois à Mougins, Digital Reality à Bouc-Bélair. Le problème, c'est surtout qu'on continue à utiliser ChatGPT, Google ou Mistral sans vraiment savoir où vont nos données. Aucun maire n'en a vraiment parlé pendant ces municipales, personne ne connaît vraiment les enjeux. Alors, en attendant le deuxième tour, comme je vous le disais, quand un sujet est trop compliqué, c'est plus facile de s'abstenir que de se prononcer. J'espère qu'à partir de maintenant, vous vous en préoccuperez. Merci Lilou, c'est vrai que personnellement j'ai pas tant entendu parler de ce sujet, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat et vous sur le plateau, est-ce que vous Avant êtes... cette année, pas non, trop non. Mais là on s'y est intéressé donc un peu ouais. Et alors que des sujets sont délaissés, certaines municipalités prennent les problématiques environnementales très au sérieux, on va justement les récompenser. Nous déclarons officiellement ouverte la cérémonie de remise des palmes vertes. Pour animer cet événement qui met en lumière les initiatives écologiques inspirantes des municipalités, nous accueillons Perle, la maîtresse de cérémonie, et la présentatrice Carla qui décerneront les 5 palmes vertes. Commençons sans plus attendre. Et pour la première palme, nous avons dégoté un village des Landes qui, malgré sa très petite taille et ses 800 habitants, a su faire parler de lui. La raison, une initiative écologique de l'ancien maire reprise depuis par le maire actuel qui a été réélu aux dernières municipales. Alors ce village, il vit principalement de la sylviculture. C'est pas très cool pour les sylvistes, ça, Carla. Alors non, la sylviculture, c'est la gestion des forêts. Mais en 2009, quand une tempête met à mal la filière dans le village, le maire, en concertation avec les habitants, décide de faire des économies sur les dépenses énergétiques. Alors le challenge, c'est de répondre aux besoins en électricité de tout le village grâce au solaire. Les bâtiments communaux, trop énergivores, ont donc été rénovés. Des lampadaires solaires ont été installés dans toute la ville et des panneaux photovoltaïques ont été ajoutés au toit de tous les bâtiments publics, y compris de l'église. On verrait pas ça sur Notre-Dame de Paris, à mon avis. C'est vrai que les architectes seraient pas très contents. En tout cas, grâce aux achats groupés de panneaux photovoltaïques avec l'intercommunalité, le village landais est devenu totalement autosuffisant en énergie. Oui, et résultat, j'ai vu qu'entre 2008 et 2024, la facture énergétique du village a baissé de 42% et sa consommation en énergie de 58%. Et oui, et la commune produit même plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Enfin bref, ce village, c'est Escourse. On lui décerne donc la palme verte de l'autosuffisance énergétique. Ok, pour cette deuxième palme verte, on va plutôt en Bretagne, à Langouette. On pourrait lui décerner pas mal de prix à ce village. C'est un véritable laboratoire d'initiatives écologiques. Alors, le village de 600 habitants est surtout quand même connu pour sa position anti-pesticides. En 2019, son ancien maire a imposé un arrêté anti-pesticides sur toute la commune. Ah oui, de quoi faire grincer les dents de Laurent Duplon. Oui. Bon, cet arrêté a quand même été finalement annulé par le tribunal administratif, car les maires n'ont en fait pas le droit de prendre une telle décision. Mais grâce au vent médiatique qui a soufflé sur le petit village, une centaine de communes comme Paris, Dijon ou Nantes ont essayé en vain, elles aussi, de prendre une telle mesure. Alors, le nouveau maire, réélu cette année sans opposition, n'a pas relancé le combat avec les pesticides, mais un collectif des maires anti-pesticides, initié par Langouette notamment, est encore très actif. Et on décerne donc à Langouette la palme de l'influenceuse anti-pesticides. Et si on parlait un peu de biodiversité maintenant? Et surtout, comment mieux la conserver? Eh bien, il faudrait demander au maire réélu de Mutterscholz, une petite commune du Haut-Rhin. Bien avant la loi
Zéro artificialisation nette de 2023, Mütter-Scholz avait déjà adopté cette politique à l'échelle locale sur son territoire dès 2008. Zéro artificialisation, ça veut dire pas de bétonisation des espaces naturels et agricoles et donc pas d'étalement urbain. La ville a donc reconstruit ses espaces naturels, elle a creusé des mares, restauré des prairies ou planté des haies par exemple. Un peu comme dans Animal Crossing quoi. Alors, un peu, mais ici le but c'est de recréer une continuité écologique où la biodiversité peut s'épanouir. Mais de ce que j'ai vu, Mütter-Scholz n'a pas vraiment besoin de notre palme verte puisqu'elle a été elle est déjà la seule à avoir obtenu 2 fois la distinction capitale française de la biodiversité. Oui, mais un prix greenwashing, ça vaut tout autant qu'un prix de l'OFB. Donc, Mütter-Scholz obtient notre palme du protecteur de la biodiversité. Ok, pour continuer sur les villes pionnières, notre 4e palme verte revient à Strasbourg. Alors, en 2022, sous la mère écologiste, une ordonnance verte est prescrite aux femmes enceintes et en parcours PMA. Une ordonnance verte, c'est une ordonnance avec du papier recyclé? Non, Carla. En fait, c'est un panier de légumes bio qu'elles reçoivent toutes les semaines, accompagné d'ateliers de sensibilisation. Le but est en fait de limiter l'exposition des femmes et futurs enfants aux perturbateurs endocriniens présents dans les pesticides. Parce que le saviez-vous, selon l'association Génération Future, plus de 6 fruits et légumes non bio sur 10 contiennent au moins un résidu de pesticides détecté. Après une phase donc de test réussie, le dispositif a été mis en place de 2024 à 2026 à destination de 1500 femmes. Bon, à voir si la nouvelle municipalité de 2026 va pérenniser ces ordonnances vertes. Oui, sachant que les écologistes sont quand même qualifiés pour le second tour et fusionnent leur liste avec la France Insoumise. Bon, en tout cas, l'initiative a une fois de plus inspiré un bon nombre de communes. Plus d'une vingtaine ont testé et approuvé ces ordonnances vertes. Et ben on va donc lui décerner la palme verte de la santé publique. Oui. Et pour le dernier prix, il est pour Mointsartou. Cette petite ville de 11 000 habitants qui est située au nord de Cannes est la première ville en France à avoir instauré des cantines 100% bio, locales et gérées par la commune. Oui, 4 maraîchers municipaux s'occupent de la ferme agricole dont les terrains ont été rachetés par la municipalité il y a de ça 15 ans. Notamment sous l'initiative de l'ancien maire André Aschiri et reprise depuis par son fils, donc Pierre Aschiri, vous êtes avec nous. Donc les 25 tonnes de légumes produits par cette ferme municipale fournissent 85% des cantines de la commune. Depuis, Mointsartou a inspiré pas mal de communes comme par exemple Villejuif, Épinal ou Toulouse. Il existe même depuis 2025 un réseau national des fermes publiques soutenu notamment par l'ADEME et par l'État. Donc on va décerner à Mointsartou la palme de la meilleure politique alimentaire. Alors, on s'est un peu démené pour vous trouver un trophée pas tout à fait digne de ce nom. Voilà. C'est une palme durable en tout cas. Voilà. Bravo. Donc alors, Pierre Aschiri, une première réaction? Je suis très ému, très touché. Mais c'est... Non, c'est sympa. Vraiment. Sympa d'être reconnu. Mieux que l'OFB. Ouais. Et justement, c'est pas la première distinction que la ville reçoit. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de distinctions reçues par votre commune? Il y en a un certain nombre. Alors, je ne vais pas arriver à toutes les citer. On a été aussi capitale française de la biodiversité. On est niveau 4 de COP d'avance. On est commune étoilée. On a 3 étoiles à la NPCEN. On a 3 carottes, 4 libellules et je ne sais plus quoi encore. Non, on a un certain nombre de prix dont on est très fiers. Celui-ci est peut-être le plus important. Mais c'est une reconnaissance institutionnelle, mais ça compte aussi. Ça participe de la communication. Et puis c'est aussi pour les agents, parce que c'est pas qu'un travail d'élu, c'est un travail aussi qui est fait par les agents municipaux. C'est une reconnaissance de leur travail aussi. Et donc on partage toujours avec grand plaisir les récompenses qui nous sont attribuées. Ouais. Bravo. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Et maintenant, nous, de notre côté, on va repartir à Nice pour retrouver Oscar et Robin qui se trouvent maintenant devant le siège de Christian Estrosi, le maire sortant. Pardon. Oui, bonjour à tous, bonjour. On a
mais au final, on est arrivé à destination devant le QG municipal de monsieur Christian Estrosi, donc maire sortant. Après de nombreux refus, j'ai l'impression que ça a été un peu compliqué. On a vraiment tout fait pour essayer de rentrer à l'intérieur, mais ça a été un peu complexe. Donc, on a jeté un petit coup d'œil aux initiatives écologiques de monsieur Estrosi et un mot d'ordre, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et oui, et cela passe par quoi? Par une végétalisation qui est au cœur du programme. Donc son programme, il est un poil plus fourni quand même que monsieur Ciotti. Et donc, comment passe cette végétalisation? Après la coulée verte, donc ce grand parc au plein centre de Nice, Estrosi propose de créer un parc monumental de 30 hectares dans la plaine du Var, qui est un élément au centre des débats, mais on en reviendra juste après au prochain duplex. Restez avec nous, vous inquiétez pas. Donc ce projet est dans une stratégie de renaturalisation de la basse vallée du Var qui prévoit à terme 67 hectares de friches et sols artificialisés rendus d'ici 2030 avec la plantation de 140 000 arbres et un objectif global de 280 000 arbres plantés. Pour le projet, un arbre, un habitant. Et hier, pour ceux à qui ça n'aura pas échappé, monsieur Estrosi a multiplié les apparitions, notamment avec des oppositions logistes, avec notamment Fabrice de Coupigny d'Europe Éco, où il a annoncé la régie municipale. Monsieur Fabrice de Coupigny disait qu'il n'apportait pas son soutien à monsieur Estrosi, mais qu'il militait contre l'arrivée de l'extrême droite à Nice. On se retrouve juste après, et vous pouvez voir derrière moi celui qui fait le gigoto, c'est Vadim, un ancien étudiant qui est avec nous. C'est celui qui nous a passé greenwashing. Eh ben merci beaucoup Oscar. Donc Christian Estrosi a obtenu 13 points de moins que son adversaire au premier tour. Il est lui-même talonné par une autre liste, celle de Juliette Chenel-Leroux. D'ailleurs Oscar et Roba sont actuellement en route. Et je crois que dans le chat on a pas mal de réactions. Hein. Concernant la venue de Vadim, donc, on dit bonjour à Vadim. Voilà, on remercie Vadim pour sa contribution précieuse, on peut lire. Hein, donc, voilà, merci à toi Vadim. Maintenant, place à un petit jeu. En cette période électorale, on peut entendre tout un tas de déclarations sur l'environnement et forcément la désinformation se glisse parfois dans les discours des candidats. Avec notre chroniqueur Maxime, nous allons jouer au vrai ou faux. Et chez vous aussi, chers viewers, vous pouvez jouer. Donc c'est parti. Exactement. Alors comme pour le concours d'anecdotes de McFly et Carlito, le duo le plus suivi sur YouTube, on va afficher des déclarations de candidats et votre objectif sera de deviner si elles sont fondées ou non. À la fin, on montrera le ou la candidate qui est à l'origine de cette déclaration. Vous pourrez aussi essayer de la deviner. Est-ce que tout le monde est prêt ? Toujours. Ouais. Alors, première citation, le réchauffement climatique n'est qu'un cycle de notre univers, de notre monde, avec des airs qui augmentent en chaleur et des airs qui diminuent en chaleur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Eh bien, le fait que notre planète ait connu des cycles climatiques, c'est vrai, mais ça n'a aucun rapport évidemment avec le réchauffement qu'on connaît aujourd'hui. Cet argument, on l'entend partout, tout le temps. Évidemment, depuis 2 millions d'années, la Terre a connu une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Elles sont liées à des facteurs comme l'activité solaire ou encore les variations du trajet de la Terre autour du Soleil. Mais jamais les températures n'ont augmenté aussi rapidement que depuis la révolution industrielle. Vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche. Les facteurs que je vous ai cités n'ont donc rien à voir avec ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a un consensus scientifique autour du sujet. Et si vous voulez en savoir plus sur comment contrer ce type d'argument, je vous invite à regarder le replay de l'épisode spécial Noël de Greenwatching. Enzo et Victor avaient fait une super chronique dessus. Alors, est-ce que vous avez une idée du parti ou de la ville qui est à l'origine de cette déclaration ? Question compliquée. Ouais. Alors, c'est Amaury Navarane, présent sur la liste de la candidate RN Laure Lavalette, arrivé largement en tête au premier tour des municipales à Toulon. Donc il me semble important quand même de rappeler que la région PACA souffre énormément du réchauffement climatique, avec des périodes de sécheresse très difficiles. Les scientifiques parlent même de hotspot du réchauffement, et ça, ce n'est pas une question de cycle. Et ben, je vous propose qu'on passe à la citation suivante. Avec plaisir. À Clermont-Ferrand, à peine 1,5% de la ville est consacrée aux parcs et jardins publics. Pendant ce temps, Grenoble, Saint-Étienne et Montpellier font 2 fois mieux. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux ? C'est faux à mon avis. Ah ouais.
Tu connais t'étais à Clermont-Ferrand. Ouais, J'étais à Clermont-Ferrand, il y avait beaucoup de parcs et de jardins publics. Le chat, je sais pas ce qu'il pense. On vous laisse Alors. répondre. Pas d'idée, le chat? Bon, on va donner la réponse. Hein. Bon, bah, je vais donner la réponse alors. Donc, on ne peut pas dire que ce chiffre soit très éloigné de la réalité, mais c'est pas pour autant qu'il est vrai. Selon une étude sur les espaces verts dans les grands centres urbains menée par l'INSEE, à Clermont, on est plus autour de 1,8% et non à 1,5%. Alors, on est d'accord, 0,3% c'est du détail, mais à Greenwatching on est très tatillon et le diable est dans les détails. Et comme vous pouvez voir sur le tableau qui s'affiche, Montpellier et Grenoble ne font pas 2 fois mieux et Saint-Étienne est encore plus loin de faire 2 fois mieux que Clermont. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Le problème de faible végétalisation de cette ville est quand même existant. La moyenne des grands centres urbains se situe autour de 3,2%, donc on en est loin. Mais ça, Pauline nous en a déjà bien parlé dans sa chronique. Donc cette déclaration, selon vous, donc on connaît la ville, mais elle vient de quelle partie selon vous? Une idée? Je sais pas. On va dire au pif, peut-être plutôt de la gauche, je sais pas quelle partie exactement, mais... Alors, ça vient d'une vidéo postée par Paco Bellouge sur X. Il est candidat sur la liste Clermont Fier et Solidaire du parti LFI et mené par Marianne Maximi. Attends Maxime, je crois que dans le chat on a une question un peu pour toi. De All Alpha, ne serait-il pas plus exact de parler de dérèglement climatique au lieu de réchauffement, dans la mesure où certes certaines zones se réchauffent, mais entraînent surtout des dérèglements sur les événements forts? Alors moi je parlais notamment de la région PACA, parce que j'étais sur Toulon, sur une déclaration d'un candidat sur la liste de Laure-Lavalette, et ce qui touche surtout la région PACA, c'est le réchauffement, avec la région PACA est aussi touchée par le dérèglement climatique, mais là en l'occurrence la déclaration ça portait sur des airs qui augmentent en chaleur, des airs qui diminuent. C'est plutôt un déni des périodes de sécheresse qu'il y a pendant l'été. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de réchauffement, mais évidemment on peut et on doit parler de dérèglement climatique. Hein. Merci. Alors, c'est déjà l'heure de notre dernière déclaration à fact-checker. Et celle-là, attention, elle vaut 10 points. Les ZFE, c'est le symbole de cette écologie punitive qui frappe toujours les Français qui travaillent, ceux qui n'ont pas les moyens de racheter une voiture neuve pour faire plaisir aux technocrates. Donc juste avant que vous donniez vos idées, pour rappel, les ZFE, zones à faible émission, dont l'application est toujours en débat, ce sont des territoires dans lesquels la circulation de certains véhicules peut être restreinte pour réduire la pollution, pardon, la pollution de l'air. Évidemment. Alors selon vous, cette déclaration, elle est vraie ou fausse? Je dirais peut-être fausse, je sais pas. Elle a été prononcée par quelqu'un? Ouais. Bah, je pense qu'elle a été prononcée par quelqu'un. Ça m'étonnerait Oui. pas que quelqu'un... Bon, et bah c'est vrai et faux. Les ZFE, c'est un débat brûlant dans les grandes villes françaises. Le risque environnemental, il existe bel et bien. Selon Santé publique France, 40 000 personnes meurent prématurément dû à la mauvaise qualité de l'air chaque année. Mais c'est vrai que pour les plus pauvres, ça peut être un problème pour se déplacer, pour aller travailler. Selon la SDES, un organisme public de statistiques, 26% des voitures en circulation en France sont classées critère 3 ou plus. Donc ce sont des véhicules qui peuvent être interdits dans les ZFE. Et c'est souvent les voitures les plus vieilles et les moins chères. Donc si la solution choisie est celle des ZFE, alors il faut développer des alternatives comme les transports publics. En revanche, il faut mettre ce pourcentage en perspective avec le fait que la très grande majorité de ces automobilistes ne rencontreront jamais de restrictions, ne vivant pas dans des espaces où une ZFE est en vigueur. Donc maintenant, selon vous, de qui ça vient et pour quelle ville? Est-ce que vous avez une idée? Pour quelle ville, je sais pas. Une grande ville pour Lyon, j'imagine. Ouais, Lyon. Ah oui, Lyon. Ou Grenoble. Lyon, Bordeaux peut-être. Effectivement, c'est des villes où ça fait pas mal débat. Eh bien, c'est Julie Rechagnot, candidate RN à la mairie de Bordeaux, qui l'a déclaré il y a quelques mois sur sa chaîne YouTube. Et c'est la fin du vrai ou faux, et j'aimerais conclure avec une petite reco. C'est Tout comprendre, ou presque, sur le climat, publié par le CNRS. Merci Isa de me l'avoir prêté. Il explique de manière très accessible toutes les problématiques liées au changement climatique. Et quand notre personnel politique dit des bêtises, des fois les réponses sont facilement trouvables dedans.
Merci beaucoup Maxime pour ce petit jeu. Et d'ailleurs, selon une étude de l'Observatoire des médias sur l'écologie, 665 fausses informations sur le climat ont été relayées dans les médias audiovisuels en 2025 en France. Donc au-delà du monde politique, il est aussi important que nous, médias, adoptions une attitude responsable vis-à-vis de ces questions. Depuis le début de cette émission, on s'interroge sur ce que votre maire peut concrètement faire pour l'environnement. Mais avant de regarder vers l'avenir, il faudrait peut-être jeter un coup d'œil au passé. Alors quel bilan pour les maires écologistes sortants ? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à mettre en place des mesures environnementales ? Émilie nous aide à y voir plus clair. C'est quoi le bilan des mairies écolos ? Lors des précédentes élections, les écologistes ont obtenu la victoire inédite de 9 grandes villes en France. Strasbourg, Grenoble, Lyon, Annecy, Besançon, Tours, Poitiers, Bordeaux et Colombes. À l'époque, les médias ont surnommé cette victoire la vague verte. Mais 6 ans après, quel est le bilan de ces villes ? Est-ce que les maires ont vraiment tenu leurs promesses environnementales ? Pour répondre à cette question, j'ai interviewé Philippe Chibani-Jacot, journaliste et auteur du livre « L'écologie municipale à celles et ceux qui n'y croyaient pas ». Je pense qu'il y a un certain nombre de promesses qui ont été tenues et bien tenues et qui se maintiendront au-delà de leur mandat. Je pense notamment aux questions de mobilité. Parmi les principales mesures mises en place par les mairies écologistes, on retrouve la végétalisation des rues et des cours de récréation, l'augmentation de la part du bio à la cantine ou encore la rénovation thermique des bâtiments. L'aménagement des pistes cyclables est aussi un incontournable. À Lyon, le lancement du plan Express Vélo a permis l'augmentation des bicyclettes et des trottinettes électriques de 58%. En 2023, soit à mi-mandat, le chercheur Florent Gougou et le politologue Simon Persicot ont réalisé un bilan des promesses électorales des maires écologistes. D'après leurs recherches, 70% des promesses des maires écolos en termes de mobilité douce ont été tenues, partiellement tenues ou sont en cours. Même ratio pour les sujets de sécurité et on passe à 80% pour les promesses qui concernent la nature en ville. Alors il est clair que les écologistes ont réussi à mettre en place des mesures environnementales au sein de leur commune. Mais du côté de leur popularité, le bilan est un peu moins vert. D'après une enquête menée par l'Ipsos dans 5 villes écolos, plus d'1 habitant sur 2 se dit mécontent de sa municipalité. La raison principale, c'est un sentiment de dégradation de la qualité de vie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux élections municipales de 2020, l'environnement, c'était pas que la priorité des maires écolos. En 2020, je pense qu'il y a beaucoup de maires, notamment sur tout l'arc de la gauche, sur le champ des partis politiques, qui mettaient en avant l'écologie dans leur programme municipal pour les 6 prochaines années. Cette année, c'est beaucoup moins le cas. Pour cette élection, c'est beaucoup moins le cas. On voit que l'écologie est repassée un peu derrière d'autres thèmes. D'après un sondage, les priorités des Français pour ces élections municipales sont la sécurité, suivie de la santé et des impôts locaux. L'environnement, lui, recule nettement. En 2020, il occupait la 2e place des thèmes jugés les plus importants par les Français. Cette année, il tombe à la 8e place. Ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à nos réseaux sociaux. 6 ans après la vague verte de 2020, on le rappelle, Europe Écologie Les Verts avait ravi plusieurs grandes villes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers. Aujourd'hui, les maires écologistes sortants tiennent globalement le coup, mais au premier tour, les équipes varient parfois, ils sont parfois distancés, comme à Besançon par exemple. Mais une fois que le vote sera passé dimanche, l'enjeu écologique autour des élections ne va pas s'arrêter là, et il va continuer de graviter. Et on l'a vu, l'écologie fait partie intégrante de ces municipales, végétalisation des villes, désinformation, transport. Mais une chose dont on n'a pas parlé, c'est que la grande majorité des communes utilisent encore le bulletin papier pour le vote. Et quand les élections sont terminées, ces derniers ne disparaissent pas comme par magie. Maxime nous parle du sort qui leur est réservé. Que deviendra ce bout de papier quand les élections municipales seront terminées ? Dans les Alpes-Maritimes, hors Nice, quelques 3 millions d'enveloppes contenant à minima un bulletin de vote ont été distribuées aux plus de 500 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Et même si les bulletins sont constitués à 50% de fibres recyclées, ce sont plusieurs milliers de tonnes de papier qui sont consommées à chaque élection. Bref, une fois le vote terminé, les bulletins blancs et nuls sont conservés 15 jours par la préfecture, les autres sont détruits une fois les résultats dévoilés. Ça fait beaucoup de papier qui part à la poubelle. Malgré tout, des entreprises comme Recigo proposent des solutions aux communes afin de recycler les bulletins. Et même s'il n'existe pas de données sur le nombre de communes qui ont adopté ce traitement des déchets, certaines déclarent l'utiliser, comme Jeanville-le-Pont ou Saint-Mandé en Île-de-France. La France pourrait aussi s'inspirer de l'Estonie, seul pays au monde à permettre le vote en ligne pour ces élections locales. Les data centers ont en général un impact carbone moindre par rapport aux bulletins papier qui nécessitent une fabrication industrielle, une déforestation, ainsi qu'un transport dans les différents bureaux de vote. Dans les Alpes-Maritimes, certaines communes ont opté pour des machines électroniques, à l'image d'Antibes, Saint-Laurent-du-Var, Mougins
ou encore Villeneuve-Loubet, mais ces équipements sont coûteux, 6 000 € l'unité en moyenne. Un autre problème qui fait qu'aujourd'hui la France n'est pas passée au vote en ligne est le risque de fraude. Le papier offre une sécurité qui n'est pas encore égalée, mais aussi un impact environnemental qui pose problème. Alors qu'on a retrouvé Oscar et Robin qui sont de leur périple dans Nice, et ils finissent leur tour du coup de la ville de Nice, où le premier tour a donné lieu à une triangulaire, c'est-à-dire la qualification de 3 candidats au second tour. Donc est-ce que tu peux nous en parler, Oscar ? Ouais, exactement. Bah là, je suis devant le tout dernier QG qu'on a dû faire. On a dû courir un peu dans tout Nice, mais au final, on le fait. Merci. C'est pour vous, les Greenwatchers et Greenwatchers. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est Madame Chénel Leroux qui se estampillait Europe Écologie Les Verts, d'une alliance avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste Français. Elle a un programme un peu plus concret, avec globalement on retrouve les mêmes mots-clés que dans les autres programmes, mais le programme cette fois-ci il est un peu plus concret avec des solutions expliquées un peu plus classiques. Donc ici, le projet c'est moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre alignées sur le paquet climat européen qui s'appelle Fit for 55. Et avec notamment du coup l'étude d'un réseau de froid urbain, de grosses installations qui produisent du froid, souvent en utilisant de l'eau de mer ou de l'eau des déchets ou des nappes phréatiques. Également la débétonisation, l'arrêt de l'extension, excusez-moi, j'ai un peu du mal à force de courir, mais bref, la débétonisation, l'arrêt de l'extension de l'aéroport qui est un sujet que porte la gauche depuis de nombreuses années dans Nice, et également le bien manger et le bien boire, donc instaurer la gratuité pour le volume minimum vital d'eau et un objectif 0% de produits transformés dans les cantines municipales, donc peut-être bientôt des cantines bio à Nice, un peu dans la même veine qu'Amouan-Sartoux. Eh bien merci Oscar et Robin pour ces informations et bon retour. La fin du périple, enfin, on peut le dire. On va se dépêcher un peu moins, on va essayer de se reposer un peu, mais on vous dira au revoir quand même tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Merci. Mais alors qu'on questionne les municipales, on n'oublie pas qu'organiser une émission en live stream, même si elle parle d'environnement, ça a aussi un impact. Alors pour cette dernière émission, nous avons souhaité calculer notre bilan carbone lié à la préparation et à la diffusion de Greenwatching. Et pour cette dernière chronique, nous avons choisi de passer le flambeau à Louise et Tina, donc 2 premières années qui reprendront la main l'année prochaine. Et oui, parler des politiques écologiques, c'est bien, mais il ne faut pas oublier notre consommation individuelle. Mais alors, c'est quoi l'impact de greenwashing ? Eh bien, premier point, Louise, c'est le transport. La plupart des reporters de l'émission ont utilisé le train, qui est le mode de transport le plus écologique, donc ça, c'est super. Et donc, au total, un aller-retour à Milan, un aller à Saint-Raphaël, un à Marseille et 4 entre Nice et Cannes, et ça a consommé 66 kg de CO2, soit l'équivalent de l'impact environnemental de 2 sweats en coton. Mais il y a eu aussi le duplex au marché Noël, un aller-retour de Cannes Centre au campus Georges Méliès, c'est 600 grammes de CO2. Et donc, en termes de consommation, c'est comme si on envoyait 244 mails. Et pour finir, le point un peu noir de ce bilan des transports, c'est la voiture. Oui, car un aller-retour à Grenoble, un à Villefranche-sur-Mer, ça a utilisé plus de 20 kg de CO2. Oui, Louise, à la place, on aurait même pu regarder 30 fois tous les Harry Potter. Et oui, le transport, c'est l'impact environnemental le plus important de l'émission, mais ce n'est pas le seul. Si vous trouvez qu'on a un super temps, c'est en partie seulement grâce à un éclairage très performant, mais navré de vous dire que ça aussi, ça consomme. Et oui, cette saison, c'est 2 kg de CO2 qui ont été utilisés uniquement pour la technique. C'est comme si on faisait 80 km en trottinette électrique. Oui, ça, on le fait en plus tous les jours. Pour finir, le live que vous regardez en ce moment même est énergivore. Oui, même si ça vaut le coup, ça a un impact. 1h20 de streaming, ça consomme environ 1 kg de CO2 et ça on l'a calculé sur le nombre de viewers. Et multiplié par le nombre d'émissions produites, ça correspond à presque 5 kg de CO2. Et oui, donc tout ça cumulé, vos 4 épisodes de Greenwatching de la saison 2025-2026, ça pèse 94 kg de CO2, soit 13 allers-retours Paris-Berlin en TGV. On aurait pu se faire des vacances en Allemagne, mais nous, on a préféré s'informer sur l'environnement et l'écologie. Et oui, et ça continuera l'année prochaine. Eh bien, merci Tina et Louise, on espère que vous ferez mieux que nous l'an prochain du coup. Alors que je crois qu'on a le duplex qui veut nous dire au revoir.
Ils sont pas en place. Bon, ils arrivent dans quelques instants. Donc en attendant, on peut le dire, c'est la fin de cette émission sur les municipales, un enjeu pour l'écologie. Merci à nos chroniqueurs, à nos reporters et aussi ainsi qu'à toute l'équipe en régie avec Samuel Chéron-Gomez et Enzo Soubiran à l'édition et Mathis Thomas à la réalisation. Merci au duplex justement à Oscar et Robin. Qui sont juste là d'ailleurs, qu'on devrait retrouver. Et qu'ils arrivent. On va pouvoir leur dire au revoir. Ouais. Non, bon, on pourra pas leur dire au revoir. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ils sont pas vraiment prêts. Ils sont pas vraiment prêts, mais ça va le faire. Peut-être. Allez, quelques secondes. C'est bon. C'est bon aussi. Allez. Alors ouais, on a dû se dépêcher un petit peu. Là, au final, on a trouvé au plus près. On se dépêche. Là, on court vers la gare pour essayer de vous rejoindre pour faire la fête pour cette dernière émission de Greenwashing. C'était super, en tout cas. Ces 3 premières émissions et cette dernière, on l'a suivi de loin, nous, mais bon, c'était cool quand même. On se retrouve là. Je fais au plus vite possible, comme ça on peut fêter tous ensemble. Super, et ben, on vous attend. Eh bien, merci à toi Oscar et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. Merci pour votre fidélité tout au long de l'année. Vous retrouverez l'an prochain une nouvelle promotion avec de nouveaux étudiants pour la 5e saison de Greenwashing. Et d'ici là, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux EJC.media et on vous dit à bientôt.